Alors merci d'être avec nous pour cette modération littéraire. Vous avez vu, nous ne sommes pas 3 mais 4. Donc on va commencer par la question que vous vous posez. Comment s'appelle le chien? Eh bien Godzilla. Donc j'espère que tout le monde aura retenu ce prénom. Là c'est la séquence Carole Martinez qui nous présente les vocalistes de Godzilla. Voilà, écoutez, je ne sais pas. Et les applaudissements effraient Godzilla ou pas? Non, pas du tout. Alors allons-y, ça va nous échauffer pour démarrer. Bravo, Godzilla. Et bien sûr, voilà, Godzilla nous parlera bien sûr de ses impressions de lecteur. Alors d'abord, Carole, une première question à vous, puisque là, vous avez, avant même d'aborder tous les sujets, c'est aussi la question que tout le monde se pose. Est-ce que Godzilla est à vos côtés quand vous écrivez vos livres? Ouais, et elle est géniale parce qu'en fait, elle sait qu'il ne faut pas m'embêter. Non, mais elle est vraiment extraordinaire. Donc, on a chacune notre place quoi, sur le canapé et elle est là. Elle me soutient. Donc, et elle m'écoute quand je lis, à voix haute. Ah, mais on fera l'expérience tout à l'heure. J'écris à voix haute et elle me regarde et elle fait. Alors, quand c'est bien, elle fait. Quand c'est pas bien, bon, dort. Alors, on a un chien hyper doué, comme on dit. Ouais, elle est très littéraire. Très littéraire. Un chien littéraire, je crois que c'était l'occasion de se dire à Laval pour le remarquer, mais en fait. C'est pour ça, en fait. Oui. C'est pour ça que je suis là, c'est pour elle. C'est pour elle, avant tout. Alors, vous êtes aussi là pour les auteurs, accessoirement. Yahya, merci d'être avec nous ce matin pour... Vous avez vu, c'est bien fait. Hein, n'oublie pas notre Arménie. Effectivement, vous nous proposez un voyage dans le temps, un voyage dans les lieux, hein, puisque on croise de nombreuses villes au fur et à mesure de votre roman, sous le regard de cette jeune médecin Maritza, avec, pas en toile de fond, mais en premier lieu, ce génocide arménien, même s'il faut le dire, votre livre couvre une large période temporelle, hein, puisqu'on démarre en 1909, et on ne dira pas pourquoi, mais on termine en 1967, et c'est aussi une partie de l'inattendu du livre. Parfois, on croit tout connaître dans une histoire du monde et on s'aperçoit que les soubresauts sont beaucoup plus subtils. Carole, vous nous transportez aussi, puisque le thème, c'est quand le monde bascule dans une autre forme de basculement du monde. On a une neurologue, a priori assez rationnelle, notre chère Eva, elle a une fille. Ils s'en vont fuir un monsieur qui s'appelle Pierre, qui n'est pas très sympathique, avec qui ils vivaient jusque-là. Et puis là, frappe une épidémie inattendue. Alors il faut dire deux choses importantes. C'est d'abord que vous, public, vous avez une immense responsabilité, puisque Carole l'a dit dans la presse, le public lui a déjà inspiré 2 romans et un 3e qui se passe au Mexique. Donc si ça se trouve, il y a une source d'inspiration dans le public. C'est sûr. Donc peut-être que vous avez les clés du futur roman de Carole. Mais moi, je pense déjà que toutes les histoires de famille, à la base, quand on est petit, notre histoire de famille, on se dit que... C'est la barbe, pour employer une expression moderne. Voilà, que moi, ma grand-mère, elle me répétait tout le temps hein, l'histoire de Frasquita. Franchement, je trouvais ça sans intérêt et ça m'agaçait. Alors que c'est devenu mon premier roman, parce que quand j'ai commencé à raconter l'histoire à des copines au lycée, elles m'ont dit « mais c'est un roman ». Et voilà, je pense que dans toutes les histoires de famille sont absolument romanesques. Donc chacun, oui, porte... Il y a cette histoire du roman familial, mais c'est pas une blague, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un roman en chacune et chacun de nous. Et on s'en aperçoit pas tout de suite, mais il est là. Donc oui, j'aime beaucoup qu'on me parle, qu'on vienne me raconter, et c'est toujours très inspirant. Alors je dis, hein, oh, je peux prendre ça. Et par exemple, là, il y a une amie qui est caissière chez Leclerc et qui m'a dit j'ai un client en fait qui est anglais, qui vient depuis très longtemps et en fait il s'habille en femme. Il doit avoir 80 ans. Il s'habille en femme et un jour en fait il m'a dit pourquoi. Il m'a dit depuis que ma femme est morte, je porte ses habits et ses bijoux. Mais je trouve ça complètement incroyable. J'ai trouvé ça magnifique, cette histoire de cet homme qui était fou d'amour pour sa femme et en même temps qui devient une femme, qui devient elle, qui lui prend ses habits. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais voilà, ça m'inspire quelque chose. Enfin, je ne sais pas vous ce que ça vous fait, mais moi, je trouve ça. Et elle me dit, mais il est tellement beau et émouvant, cet homme, qui s'habille en femme, mais depuis la mort de sa propre femme.
on a peut-être le thème d'un futur roman, là, dévoilé en exclusivité pour vous, les courageux, qui êtes venus tôt ce matin. Non, il est 11 heures. Alors, chacun porte un roman, et c'est une très belle formule que vous nous partagez. Même plusieurs. Vous, Yahya, vous avez choisi, bien sûr, de cultiver la trame d'un roman autour d'une réalité historique. Et il y a une question qu'on ne peut pas ne pas vous poser, c'est quand on va appréhender ce sujet, hein, qui est un sujet grave, mais qui est un sujet qui est encore vivant dans la mémoire des descendants, comment on se prépare ou comment vous arrivez à un moment à vous dire « je dois écrire ». Alors ce n'est pas que le thème du roman, on aura l'occasion de le dire, mais quand même autour de cette tragédie arménienne qui est encore assez méconnue finalement. On en entend parler de temps en temps, mais les gens ont du mal à localiser, c'est normal, c'est pas tous les jours dans les médias. Comment vous, le romancier, aussi homme de poésie, on le verra plus tard, comment vous êtes dit à un moment, il faut ce personnage de Maritza qui va rencontrer des survivants, comment on arrive à atteindre, à relier cet événement? Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, je me sens témoin de ce monde, mais témoin à mon niveau, modeste, humble. C'est-à-dire, je ne porte pas tous les malheurs du monde sur mes épaules, non. Mais en tant qu'écrivain, c'est mon travail, aujourd'hui, de témoigner de la souffrance des femmes et des hommes qui sont les miens. Ce sont tous les miens, et toutes. Quelle que soit cette femme, quel que soit cet homme, c'est ma famille. Donc, j'ai eu, par mon expérience, par mes voyages, par mes rencontres, la seule certitude, pour moi, il n'y a rien de certain, c'est faux, tout est mouvant, tout bouge, c'est que nous appartenons à cette même famille humaine et que la blessure est une blessure humaine qui existe depuis notre apparition dans ce monde, depuis toujours, et nous sommes tous et toutes des êtres blessés. Et donc, à partir de là, toute question qui concerne une femme, un homme, me concerne. Et donc, je suis, tout à l'heure, au début, Carole vient de le dire, par exemple, toutes les histoires familiales sont inspirantes, sont romanesques, parce qu'en fin de compte, de quoi elles parlent? C'est de l'humanité, de nous, toutes et tous, quoi. C'est-à-dire que ce que nous vivons. Eh ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que cette histoire de l'Arménie a fait son chemin en moi parce que j'ai beaucoup voyagé et partout où j'allais, j'ai rencontré des Arméniens, des femmes et des hommes, et notamment en France, bien sûr, à Lyon, à Paris, des amis merveilleux, exceptionnels. Mais j'en ai rencontré des Arméniens. Quand je dis des Arméniens, je parle, entendons-nous bien, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants d'Arméniens. Parce que les Arméniens, c'est 1 500 000 morts durant ce génocide. Et moi, ce n'est pas le 1915, c'est 1909 à Adana. C'est le point de départ de ce roman pour évoquer le génocide, mais au-delà des génocides, évoquer précisément ce qui s'est passé pour des femmes et des hommes qui ont tout perdu. Alors quand je disais, ce n'est pas des Arméniens, mais parce que j'en ai rencontré à Beyrouth des Libanais, à Alexandrie des Égyptiens, en Turquie des Turcs, mais tous arméniens, d'origine arménienne. Parce qu'il faut le savoir, par exemple, quand il y a eu le génocide, et je ne parle pas du roman, le génocide 1915, 1,5 million de morts, et les rescapés, c'était beaucoup des enfants. Et les bateaux britanniques, français et autres récupéraient ces enfants et faisaient le tour de la Méditerranée, on posait ici, là. Voilà la réalité de l'Arménie, ce que ça a été. On posait des enfants. C'était des enfants, il n'y avait ni mère ni père. Et ce sont ces enfants qui ont grandi. Et puis après, ils se sont mariés, ils sont devenus français, bien sûr, italiens, chypriotes et tout. Partout, vous trouvez des Arméniens, des gens d'origine arménienne. Et puis, je suis peut-être aussi, comme je suis un amoureux, je trouve merveilleux les Arméniennes et les Arméniens. Parce qu'avec toute cette blessure, ils portent cette idée de l'Arménie dans leur cœur, tout en étant français et, par exemple, et fidèles à la France, tout en étant alexandrins et fidèles à l'Égypte, ou beyrouthins et fidèles au Liban. Mais ça n'empêche que cette Arménie vibre en eux. Ça m'a bouleversé. Donc j'ai travaillé, bien sûr, sur la documentation. Les sources sont citées d'ailleurs. Il y a des sources qui sont citées à la fin du roman. Bien évidemment. Il y a quand même un cadre historique. Et on est toujours finalement, vous le disiez, Yahya,
le rôle de l'écrivain, témoigner de ce basculement du monde, et ce basculement du monde, on le vit en ce moment. Ça me fait penser que la dernière fois qu'on s'est vu, Carole, c'était à l'époque du Covid. Donc nous étions, il y avait une baie vitrée entre nous deux, il n'y avait pas de public, vous n'étiez pas là, et puis on espérait qu'il y ait d'autres personnes derrière l'écran. Alors ce Covid-là, qui a été quand même un basculement du monde dont tout le monde se souvient, hein. Peut-être qu'on a plus lu, peut-être qu'on a plus écrit, je ne sais pas, mais est-ce que ça a été une source d'influence même lointaine pour cette épidémie? Alors, on ne va pas dévoiler tout ce qui se passe dans le livre, et j'en profite pour dire une chose, si vous avez lu ces livres, vous avez eu raison, et si vous avez des questions à poser aux auteurs qui sont là, c'est le moment. Chaque année, on le dit, et à chaque fois après, il y a quelqu'un qui dit « j'aurais aimé poser cette question », eh bien, vous avez aussi la parole. Alors, ce Covid, comment il est venu embrasser votre œuvre, si j'ose dire? Alors, attends, d'abord, je voudrais dire quelque chose. Avec plaisir. Par rapport à l'Arménie. Et en fait, moi, j'étais prof, donc j'étais prof dans un collège à Sarcelles, en banlieue parisienne, et j'avais une petite Françoise. Et cette gamine, j'ai fait un court-métrage, je faisais un moyen-métrage avec mes élèves à chaque fois. J'étais prof de lettres, mais on faisait un moyen-métrage chaque année. Et là, elle jouait là-dedans. Et puis, elle m'a dit, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille au cimetière. On aille au cimetière, parce que pour cette scène, ça serait super et tout. Donc, je ne sais plus, c'était un mercredi après-midi, on est allé au cimetière filmer. Et là, en fait, elle m'a raconté l'histoire de l'Arménie, l'histoire de ses ancêtres. Et alors, c'était hyper joli. Elle mettait de l'eau avec son arrosoir sur les tombes, et elle disait, voilà, là, c'est le carré des Arméniens. Et on est, quand je vous parle de ça, on est en 96. C'est le carré des Arméniens. Non, attends, oui. 98, pardon. Et c'est le carré des Arméniens. Et vous voyez, ici, c'est ma terre. Oh, et j'ai été, mais cette gamine qui avait 12 ans, et elle me disait, je viens là dès que je peux, dans le carré des Arméniens. Voilà. C'était juste. Et Carole, pardon, mais c'est tellement bien fait qu'on ne s'était pas préparé avant, mais ça me fait penser à cette phrase que j'avais notée en lisant votre livre d'un poète arménien, Sévak, qui disait, en parlant de l'Arménie, « Notre terre est mémoire, notre langue est l'âme de pierre. » Notre terre est mémoire, notre langue est l'âme de pierre. Et on aura l'occasion de le voir parce que vous parlez de cette langue quand elle est magnifiée grâce à la poésie. Mais revenons au Covid. Oui, comme alors, le Covid. Godzilla était resté à la maison, si elle était déjà là. Et alors ce Covid, il est venu embrasser votre inspiration pour cette épidémie particulière qui frappe les enfants du monde. Si je dois avouer un truc, c'est que moi, ma phobie depuis toujours, c'est les épidémies. Donc c'est une vraie phobie. Hein. Je suis malade. Épidomophobe, je ne sais pas. Je suis malade. Voilà. Je suis malade parce que. Alors j'ai compris pourquoi. Parce que maman était laborantine. Donc dès que j'avais un peu de travers à la maison, on me prenait de sang le matin. Hein. Maman, elle arrivait, elle embarquait le sang. C'est une histoire de famille. Hein. Ouais, c'est vraiment. Mais de toute façon, voilà, encore une histoire de famille. Et donc on me prenait régulièrement mon sang parce que maman me prenait régulièrement mon sang dès que j'avais un petit peu de fièvre ou n'importe quoi. C'est une maman vampire, hein, quelque part. Et mon père était visiteur médical, il s'était toujours rêvé médecin, et donc il attendait les résultats de maman, et quand maman arrivait, elle avait bien compté mes globules rouges, mes globules blancs et tout, elle arrivait, il disait ah bon alors, donc il lui faut ça, d'accord, donc j'ai ça, et il me prescrivait tout ce qu'il fallait, donc il s'était toujours rêvé médecin, papa, mais il était très intelligent, mais complètement fou, faut le dire quand même, et il avait pas son bac, hein, donc il était autodidacte, hein, finalement c'était, et donc lui, le soir, maman, elle venait me lire des contes le soir, et papa, lui, il avait plein de bouquins de médecine avec des planches anatomiques extraordinaires. Donc lui, il arrivait avec les planches anatomiques et il me montrait ça. Et il y avait un livre qu'on aimait particulièrement, c'était un livre sur les maladies dermatologiques. C'était le best-seller familial. Ah, c'était fou, quoi. Et vous savez, le truc, on ouvre, il y a des photos. Et donc, il y a le chancre syphilitique, il y a le bubon, il y a tout ça. Et le truc où il ne faut pas toucher. Parce que si vous touchez, vous risquez d'attraper. Voilà. Et petite, ça, c'était les ogres de mon enfance.
Donc la peste, tout ça, ça faisait partie, ça faisait bien plus peur que les ogres du Petit Poucet, que l'ogre du Petit Poucet. C'était un truc, c'était minuscule et c'était un ogre. Ça s'appelait une bactérie ou un virus et c'était juste l'enfer. Et mon père donc agitait ces ogres-là et les a agités pendant toute mon enfance. Mais je peux vous raconter des trucs. Il a opéré le furoncle de mon frère, lui-même, avec dans la salle de bain. Ça a giclé. Enfin, c'était abominable. C'était pas prévu, mais... Mais non, mais après, mon frère, enfin, est allé à l'hôpital. Mais il s'est bien amusé avant, papa. Donc, c'était un truc... dès qu'on avait une maladie, c'était génial. Mais en même temps, il nous faisait très, très, très peur des maladies. Et donc, moi, les épidémies, c'était l'horreur. Quand ça a commencé avec le SRAS et tout, il y a longtemps, mes copains se moquaient de moi parce que je faisais des provisions pour les enfants. Donc du lait, des gâteaux, des trucs pour les enfants. C'était ça, les enfants. Et après, j'avais acheté les réchauds, les thermolactiles, pour partir. J'habitais à Paris, donc pour quitter Paris, le vélo, 2 vélos avec les sièges bébés pour les enfants. J'avais tout prévu. Mon mari me disait, t'es vraiment folle. Mais c'est pas grave. Et donc, quand l'épidémie est arrivée en Chine, enfin, quand ça a commencé en Chine, à Wuhan et tout, moi, j'étais là, je disais, bon, c'est chez nous, quoi. Et les copains étaient morts de rire, comme d'habitude. Oui, c'est ça. T'as commencé... non, mais là, je m'en foutais un peu plus. J'étais partie sur autre chose. Mais je disais, c'est chez nous, évidemment. Évidemment, c'est chez nous. Et il me restait en plus des masques de la précédente épidémie, parce qu'à la précédente épidémie, j'avais Vous aviez emmagasiné, mais j'avais les masques. Et j'ai dit aux copines qui étaient dentistes, je leur ai dit, mais achetez des masques. Pourquoi vous avez jeté les autres, quoi? C'est complètement débile, achetez des masques. Il y en a qui m'ont remercié, qui m'ont dit, merci, parce qu'il n'y en avait plus sur le marché. On t'a suivi, on en avait. Tout est... Mais pour moi, c'était juste l'enfer. J'étais déjà dans mon cauchemar, vous voyez? Mais j'étais préparée à mon cauchemar. Je savais que ça allait arriver, un truc pareil. Ça faisait très longtemps. Bon, la seule chose, c'est quand même, ça m'a un petit peu choquée et j'ai perdu le sommeil. J'ai perdu le sommeil. Et en fait, comme maman a été Alzheimer et qu'elle a commencé par d'énormes problèmes de sommeil et qu'il y a un lien entre les insomnies et Alzheimer. Faut pas vous inquiéter, hein, c'est pas, non, vous affolez pas, c'est pas obligatoire de devenir Alzheimer si on est insomniaque, ne vous en faites pas. Mais si vous n'êtes pas insomniaque, c'est bien. Vous pouvez vous dire que... Et donc j'ai commencé à me renseigner sur le sommeil pendant toutes ces heures de sommeil que je n'avais pas. J'ai commencé à me renseigner, j'ai énormément de bouquins, donc j'avais plein déjà de trucs. En plus, je regardais sur Internet les trucs des professeurs sur le sommeil, sur le machin. J'ai commencé à me renseigner parce que j'avais peur de ne pas dormir. Et je dormais à ce moment-là 1h20 par nuit, donc je me disais non, je ne vais pas tenir, c'est pas possible. Et j'ai commencé à me renseigner, à voir, et ça m'a beaucoup rassurée de façon très étonnante. Et là, je me suis dit, j'avais donc la double peur. Ça part souvent de peur, hein, mon histoire, hein, ou de peur des autres. Enfin, pas que j'ai peur des autres, mais que les autres peuvent avoir peur de quelque chose et me racontent leur peur. Je pars souvent des peurs. Et là, cette double peur, l'épidémie et le sommeil, je me suis dit, je peux m'en sortir là. Je peux écrire une histoire avec le sommeil et l'épidémie. Je peux tout modifier là. Et il y a un truc absolument extraordinaire quand on commence à inventer une histoire, c'est que finalement, même si des fois elle nous échappe et qu'elle prend le dessus sur ce qu'on voulait raconter, et ben finalement on a une sensation de maîtrise tout d'un coup. Vous voyez, des pires peurs, elles sont là et on en fait nos personnages. On en fait et on les développe. Et on est là, mais quelque part, même si on se fait peur en écrivant, même si il y a quelque chose d'incroyable. Alors c'est intéressant ce que vous mentionnez, Carole, puisqu'effectivement l'écriture peut nous permettre de domestiquer nos peurs. Et ça fait penser à cette chose essentielle aussi que vous évoquez, Yahya, dans votre livre, c'est qu'on a tous peur de ces drames absolus que peuvent constituer le génocide, mais
et toute cette barbarie qui s'abat d'un seul coup sans raison, avec une particularité aussi dans le cas du génocide arménien, dont on prend conscience au travers du roman. C'est pour montrer aussi, je le rajoute ici là, que ce basculement du monde, il vient souvent aussi de petits basculements au quotidien, de petits basculements de l'histoire. C'est ce que vos deux livres ont en commun. Et un autre élément assez inattendu, c'est que ceux qui ont ordonné ce génocide, ce ne sont pas des gouvernants qui avaient une image de rétrograde, c'est ceux qu'on appelait les jeunes Turcs. Donc c'est un des paradoxes du livre. Quand on voit de l'extérieur, on s'attend à trouver des gens qui seraient plutôt des anciens conservateurs. C'est un élément aussi que vous, sans qu'il soit le sujet direct du livre, mais ça fait partie de toutes ces subtilités que vous avez voulu transmettre au lecteur. Je ne sais pas, mais en tout cas, l'histoire nous montre que durant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi s'est appuyé sur la population allemande. Et dans cette population allemande, il y avait énormément de personnes cultivées, de femmes et d'hommes qui allaient à l'opéra, qui s'adoraient, qui adoraient leurs époux ou épouses, qui adoraient leurs enfants, et qui brûlaient les juifs, les gitans et les homosexuels pour ce qu'ils sont. Donc, c'est cette humanité-là, quand même, que nous portons, nous toutes et tous, c'est-à-dire cette part sombre de nous-mêmes. Et cette part sombre, on la retrouve. Et c'est très juste ce que vous venez de dire sur des choses qui précèdent auparavant. Quand vient 1915, le génocide arménien, mais c'est précédé d'autres choses, bien avant. Ce que vous montrez dans votre livre. Au 19e siècle déjà, bien avant. On a massacré des Arméniens, et on a massacré des Arméniens, et des Grecs orthodoxes, et des Assyriens. Mettons-nous bien d'accord. Quand arrive 1909 à Adana, c'est aussi un massacre d'Arméniens. Donc on arrive à 1915, là c'est pour finir le travail, pardonnez-moi ce terme, c'est ça, ils finissent ce travail de manière absolument horrible, et les mémoires en sont marquées à ce jour. Donc c'est nous. C'est une part de nous, quoi. Alors, la question, c'est quoi? C'est d'avoir un sursaut, quelque part, chez l'homme, chez l'individu, chez l'être humain, une femme, un homme, le sursaut pour dire non. Quand il y a eu la collaboration en France durant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, on envoyait les Juifs par convoi, mais il s'avérait qu'il y avait des femmes et des hommes qui ont dit non, qui étaient dans la résistance, qui ont sauvé des Juifs et qui se sont engagés réellement pour faire un certain nombre de choses. Nous pouvons faire quelque chose pour être de ce côté-ci de l'histoire, du côté de la résistance. Et aujourd'hui, plus qu'avant, aujourd'hui, on a l'impression que le monde aujourd'hui est insupportable, incroyable. Et tout. Oui, bien sûr, mais il l'était il y a un siècle. Un siècle, le début du XXe siècle ressemble furieusement au début du XXIe siècle. C'est atroce. C'est la même chose. Je vous assure, si vous consultez les précis d'histoire sur le XXe siècle au Moyen-Orient, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a eu de nouveaux acteurs qui n'étaient pas là. C'est tout. Et c'est la même chose. Là aussi, on tuait des femmes et des hommes bombardés, tout ça. On n'avait pas toutes ces armes. Voilà. La barbarie progresse. Mais c'était la même chose. Alors, il y a aussi un élément qu'il faut ajouter. Yahya, c'est vrai qu'il y a cette part sombre, mais votre personnage, Maritza, va croiser au fil de son périple différents personnages, dont le père Bourak, qui est un personnage incroyable. Alors, il y a peut-être une précision à donner, c'est quand on parle de père Bourak, ce n'est pas un curé au sens où on l'entend en France, puisque c'est une autre forme d'église, donc on a l'impression qu'elle est plus ouverte au sens des relations hommes-femmes notamment, sans polémique aucune. Et puis surtout, il y a cette image du père Bourak que vous mentionnez, c'est qu'il nous interroge, nous lecteurs, d'ailleurs, quelle que soit notre histoire, notre basculement du monde intérieur, sur qu'est-ce que ça veut dire, la résilience. Puisqu'à un moment, vous parlez du père Bourak et vous expliquez le calvaire de ceux et celles qui ont jalonné sa famille. Notamment, vous écrivez, en Cilicie, il a vu le fer broyer les siens, le feu comme leur rêve. Alep devait être un abri contre les injures du temps. Elle bascule dans le tumulte et l'agitation. Quelle consolation pour celui qui a tout perdu. A-t-on besoin de consolation quand tout est ruine? Où trouver la force de vivre et de mourir? Bourak n'a pas de réponse.
il trouve dans la prière ce qui l'apaise, sans tarir la douleur qui accompagne sa marche et la voix intérieure qui l'enjoint à courir, s'éloigner. Jusqu'où il ne sait pas, vertige. Et il pense à ces vers que vous citez, à cette phrase qui est très belle. Ne désespérons jamais, ni pour nous, ni pour les autres, ni pour aucun autre. C'est aussi un des messages du livre. Je ne sais pas si c'est... J'ai pas de message, en tout cas, mais ce n'est pas question de message, c'est une question de... Alors, ça peut être une leçon pour un lecteur, au sens positif, quand je dis ça. Très bien. Donc, le père Bourak, en fait, qu'est-ce qu'il a? Tout s'écroule. Mais c'est un homme qui se donne à Dieu, qui aime Dieu, qui est dans le travail de Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas proche de Dieu, qui vous parle, mais enfin, ce n'est pas grave. C'est ce qui est important, c'est que cet homme, ce qu'il porte dans son cœur, et c'est un cœur généreux, un cœur d'amour. Il n'est qu'amour, cet homme. Il est blessé. Son peuple est en train de mourir, mais il est blessé, mais il a cette parole d'amour, de rencontre, et il va vers les autres. Cet homme ne cherche pas la vengeance, rien, à aucun moment. Il cherche juste la rencontre et il veut témoigner. Il veut témoigner parce qu'il y a une question fondamentale qui a été soulevée par les philosophes. C'est la question du témoignage. Mais qui témoigne pour le témoin? La phrase terrible qui se pose. Mais qui témoigne pour le témoin? Quand il y a un témoin, le témoin c'est celui qui a vu ou qui a su quelque chose et qui le rapporte. Mais est-il légitime dans cette position? Mais qui aussi va venir ensuite témoigner pour lui? Vaste question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y a à chaque fois cette question du témoin qui est là. Donc, et Bourak, dans ce roman, le roman c'est Maritza, mais Bourak, c'est le cœur des femmes qui le chantent. Oui, parce qu'il y a plusieurs voix de femmes qui vont jalonner le roman, à chaque fois dans une ville différente, puisque évidemment les personnages sont dans une forme de nomadisme qui est le produit des circonstances. Et c'est vrai que c'est plusieurs chœurs de femmes, en quelque sorte, qui composent la toile de votre livre. Oui, c'était parce que cet homme-là, je disais, n'est qu'ouverture. Et qui le raconte, lui? C'est ces femmes. À travers tout ce périple-là, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une montagne à l'autre, dans toutes ces souffrances, c'est elles qui disent l'espérance avec lui. C'est elles qui racontent. Alors que Maritza raconte tout depuis le début. C'est elle, c'est cette femme qui est la mémoire de cette souffrance, de cette douleur de son peuple. C'est elle qui la porte, c'est elle qui note. C'est elle, ce sont ses carnets. Mais Bourak, lui, c'est l'espérance. C'est ce cœur ouvert sur le monde. C'est pour ça que, bon, on ne va pas le dire, mais que Bourak et Maritza ne peuvent que se rencontrer. Et vous verrez où peut mener cette rencontre. Mystère gardé. Godzilla, on est tout impatient de connaître le dénouement, mais elle le lira plus tard. Carole, vous vous êtes livré à un autre exercice aussi, qui n'est pas évident, puisqu'on parlait d'épidémies. Il y a parfois des épidémies de barbarie. Il peut y avoir des épidémies de cauchemar, comme le montre votre livre. Et vous avez tenté une expérience assez incroyable, celle de vous glisser dans la peau d'un écrivain, ça c'était jouable, mais surtout d'écrire des rêves d'enfants, de décrire et d'écrire des rêves d'enfants au fur et à mesure du roman. Alors, comment on fait pour écrire des rêves d'enfants? Puisque, alors vous allez me dire, j'ai gardé une âme d'enfant, mais est-ce que c'est un exercice particulier? On peut se demander. Puisque vous dormiez peu à un moment, hein, donc 1h20 par nuit, ça laisse peut-être le temps de rêver aux rêves qu'on n'a plus. C'est ça en fait. C'est que, il me semble que, en fait, comment dire, quand je décris comment j'écris, il me semble que quand j'écris, il y a quelque chose, il y a un gouffre temporel quand j'écris, c'est-à-dire que je ne me rends absolument pas compte du temps qui passe. Quand je dois faire quelque chose, je dois mettre un réveil. Pour arrêter d'écrire, en quelque sorte, pour revenir à la sortir, réalité. ouais. Pour sortir de cet espace, c'est pas tout le temps écrire. Il y a une rêvasserie aussi, il y a tout un truc. Enfin, je suis dedans. Quand je suis dedans et que j'ai une obligation, alors à un moment donné, c'était d'aller chercher les enfants à l'école. Maintenant, ils sont grands, mais je peux avoir d'autres obligations. J'ai mon réveil
pour sortir de l'écriture. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre assez étrange. Hein. Je ne sais pas, c'est pas analysé par les neurologues ni quoi que ce soit, mais je pense qu'on se met dans, je ne sais pas ce que tu en penses, dans quelque chose qui est peut-être pas de la transe ou j'en sais rien, enfin quelque chose qui... Il y a une copine qui disait, qui est hypnothérapeute, et elle qui me disait, mais c'est lié à l'hypnose ton truc, qui me disait, c'est comme si tu étais en état d'hypnose quand tu écris. Alors attends, c'est pas toujours, c'est pas... Mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui peut ressembler au sommeil. Donc il se trouve que moi je me souviens très mal de mes rêves. Très mal. Alors bon, à ces moments-là, j'avais rien, quoi. C'était le vide sur le plan du rêve, justement. Mais d'une façon générale, je me souviens très mal de mes rêves. Mais quand j'étais gamine, ça m'intéressait énormément, l'idée du rêve. Je trouvais ça passionnant et j'imaginais que le rêve allait me dire quelque chose de l'avenir. Ce qui était... Voilà, j'étais très comme ça et tout. Et j'avais entendu parler de Freud. Bon, donc j'étais en 6e, j'avais entendu parler de Freud et j'ai demandé à mon père complètement fada, je lui ai dit écoute, j'aimerais bien lire Freud. En étant en 6e. En 6e. Et moi, je voulais l'interprétation des rêves parce que je me disais ça va me dire quelque chose sur l'avenir. Et mon père, bah, pas de problème, il m'a acheté Introduction à la psychanalyse. Donc je me suis retrouvée avec Introduction à la psychanalyse de Freud. En 6e, à essayer de regarder, alors j'ai les actes manqués. Ah, mais c'était quand même super intéressant, je comprenais les actes manqués. Puis alors après, mais je me suis... Alors les rêves, ça m'a beaucoup déçue, je vous le dis tout de suite, hein, en 6e. Je me suis dit, c'est pas du tout ce que je pensais, donc c'est pas du tout ce que j'imaginais, mais ça m'a quand même donné des petites pistes. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, ce que je saisissais, c'est-à-dire pas grand-chose, presque rien, et était très intéressant et sans doute que c'était inspirant pour l'adulte que je suis devenue. Vous voyez, comme si ça posait des graines dans ma curiosité, dans mon appétit. J'ai imaginé Freud plus que je l'ai lu. Vous voyez, je l'ai décrypté avec mon esprit d'enfant qui comprend rien, mais qui s'imagine des trucs, quoi. Donc voilà, j'ai imaginé Freud. Je trouvais ça très intéressant d'imaginer Freud. Et ce que je trouvais aussi passionnant, je dois l'avouer, c'est la tête des adultes. Quand je me baladais dans le métro avec Introduction à la psychanalyse. Ah, mais c'était génial, c'était génial. Donc j'avais déjà un petit côté cabot. Surdoué. Pas du tout, puisqu'en fait j'imaginais Freud. C'est encore plus fort, vous imaginez ce qu'il avait même pas imaginé. J'imaginais. En tout cas, le rêve, moi qui me souviens si mal de mes rêves, c'est quelque chose qui me fascine. Je lis le rêve et la poésie. Et en fait, ce que j'ai fait en travaillant ces rêves d'enfant, c'est tenter de la poésie, quoi. Je me suis dit, je peux faire ce que je veux, en fait, sur le plan poétique. Je suis dans le roman, mais dans ces 10 rêves, il va y avoir 10 rêves. Dans ces 10 rêves, je peux agiter des peurs de gamine que j'ai pu avoir et utiliser la poésie. Donc voilà, j'ai joué à ça. Alors après, il y a ceux que la poésie va pas prendre. Il y a ceux qui vont être pris par le côté poétique de ces rêves-là, qui sont 10 morceaux du roman romanesque. Voilà, après, c'est chaque lecteur, hein, chaque lecteur. C'est vrai que chacun peut adhérer ou pas au rêve qu'il va lire. Après, il peut être emporté par l'histoire. Carole, vous disiez, quand on écrit, on met le réveil pour sortir, non pas de cette torpeur, mais de ce monde parallèle. Quand vous écrivez, Yahya, puisqu'on parlait des façons de travailler du lecteur et surtout de l'écrivain que vous êtes aussi dans une sorte d'état second, même quand on traite d'événements qui ont pour partie existé, même si effectivement, encore une fois, c'est un roman. Alors, je comprends ce que disait Carole, et c'est très juste, parce que je me rappelle que quand je trouve une phrase qui me plaît, j'ai l'impression que waouh, c'est un miracle qui s'est accompli, et je suis tout heureux, j'ai envie même de danser, de sauter comme ça, juste parce que j'ai vu cette phrase, et que c'est une phrase... Comme une nourriture de mots qui vont... J'ai beau écrire, mais à un moment donné, c'est cette phrase-là. Et oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête, et on se dit, on est en dehors du monde, quoi. Mais on est en dehors du monde tout en étant dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de se perdre dans le travail, d'y aller, il y a des choses
conscientes qu'on fait, mais aussi des choses qui sont inconscientes. On découvre, par exemple, quand on écrit 10-15 pages, au bout d'un moment, et qu'on se relit quelques jours après, on découvre qu'on a dit mais j'ai pas voulu dire ça. C'est assez incroyable, mais j'ai pas voulu dire ça. C'est pourquoi j'ai dit ça, c'est pas possible. Il faut que je revoie ça. C'est un peu comme le rêve, justement. C'est un peu comme le rêve, c'est-à-dire qu'on redécouvre ce qu'on a écrit, on se dit oh là, ah ben j'ai écrit ça. Alors des fois on est super content, hein, et parfois on se dit ça dit ça de moi aussi en même temps, hein, parce que c'est aussi un truc qui sort de soi, quoi. Je parlais de fiction viscérale, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et même si tu parles de l'Arménie, tu vois, à une époque que tu n'as pas connue du tout, et que il y a des choses de toi là. Vraiment. Tu vois, et intime. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment tout se tisse. C'est-à-dire l'intime, la fiction, la documentation, l'histoire, tout ça se tisse pour faire roman. Et je pense, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, et je pense pour toi aussi, rendre la chose cohérente. C'est-à-dire faire que, tout d'un coup, toute cette horreur, toute cette peine, toutes ces joies, cette folie et tout ce truc absurde qui est la vie, tout d'un coup, à travers le tissu du texte, il y a quelque chose qui prend forme et qui devient cohérent, qui devient, même si on est révolté et tout, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça rend la chose pas acceptable parce que ça reste inacceptable. En tout cas, lisible. Mais lisible, dissible. Voilà. On arrive à cerner quelque chose à travers la matière d'un livre, il me semble. Alors, bon, on échoue souvent, hein, mais... Il y a quand même des parcelles qui sont transmises, notamment un élément dans votre livre, Yahya, qui colle à ce qu'on connaît de vous, c'est que ça peut paraître étonnant de dire ça face à des barbaries sans nom, c'est la poésie qui sauve le monde. Parce que c'est... Alors, vous disiez effectivement, justement, dans le livre, il n'y a pas de message, mais on a le sentiment en tant que lecteur que c'est ces poèmes qui vont jalonner l'écriture, qui vont jalonner vos livres. Alors, vous vous êtes documenté, bien sûr, sur cette poésie arménienne, et vous avez tenu à nous faire entendre ces voix, d'ailleurs parfois oubliées, la poésie, bouée de sauvetage universel. La seule, avec l'amour. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. C'est un leurre terrifiant depuis le début. Ça ne veut pas dire que je connais, non, je ne connais rien du tout, mais j'essaye de voir. Mais il n'y a rien d'autre que l'amour. Et là, cette idée de la poésie du poème. L'amour est un poème, c'est le plus beau poème qui soit pour notre humanité. C'est de vibrer pour une personne de 10, 1000, 100, aimer tout le monde, un milliard, aimer à se damner presque, aimer jusqu'au bout, brûler totalement. C'est Brel avait raison, c'est extraordinaire, mais c'est ça fondamentalement, parce que porter atteinte à l'autre, c'est d'une facilité incroyable. Vous dites un mot pour blesser l'autre et ça y est, c'est fini. Mais si on inverse et on se dit, je vais lui dire un mot gentil. Oui, ça change. Et puis on est loin de l'assignation, on est loin du rejet, on est loin de la rancœur, de la vengeance, parce que tout ça n'a aucun sens. Même si on m'a atteint, pourquoi je voudrais me venger? Mais pas du tout. Je continue mon chemin. Quel qu'il soit ce chemin, je vais l'arpenter. Avec les autres, celui-ci ou celle-là, ou celle-ci m'a blessé. Mais c'est un moment de l'histoire. Il y a d'autres moments de l'histoire. Et le chemin qui est jalonné par des choses belles et tout. Quand on a tous connu des moments très durs, très difficiles, et on en connaît certainement encore aujourd'hui, mais on connaît aussi des moments lumineux. Un moment lumineux, c'est juste être au Kirghizistan, où j'étais, dans une voiture, on est perdu dans la montagne, comme ça, avec le chauffeur, et on voit d'une yourte une femme sortir et venir vers nous, et moi je suis inquiet, je lui dis, attention, il ne faut pas bouger, on ne sait jamais, voilà, avec plein de préjugés sur les autres, bien sûr. Et quand elle arrive, elle est proche de nous, on voit
qu'elle est venue, cette femme, avec du pain et du lait. C'était quoi? C'était qui? C'était ma famille, cette femme, notre famille. Elle a compris que nous sommes étrangers puisque nous sommes perdus au Kirghizistan. Eux, ils connaissent tous les chemins, même si c'est des pistes, ils les connaissent. Ils vivent là-bas. Et par conséquent, nous étions étrangers. Et elle vient avec du pain et du lait. Voilà. Donc à partir de là, je crois que la seule possibilité qui nous est donnée, c'est précisément de brûler dans l'autre et avec l'autre. Dit de cette manière-là, c'est le poème, c'est la poésie. Et qu'est-ce qui arrête la barbarie? C'est la poésie. C'est Lacan qui disait que le beau est l'ultime barrage à une horreur fondamentale. Mais comment arrêter l'horreur? Comment? Vous savez, quand on parle aujourd'hui, qui parle de la guerre de Troie? Il ne reste rien. Si, il reste l'Odyssée d'Homère. C'est le poème qui est là. Le poème témoin, d'ailleurs. Absolument, qui est là, qui traverse plusieurs siècles. Toujours nous lisons l'Odyssée. Eh ben, demain, donc 1000 ans, on lira toujours Mahmoud Darwish. Nous aussi, nous voulons vivre. Ce sont les paroles de Mahmoud Darwish. On lira toujours Mahmoud Darwish. On l'aura toujours dira Dori Manor, qui est un poète israélien. On le lira toujours. Et pourtant, aujourd'hui, nous vivons quelque chose de tellement brutal. Mais il restera cette poésie qui traverse. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous dit pas tout. Mais il se passe des choses lumineuses dans ces endroits où il y a des guerres. Il se passe des choses extraordinaires. Comment penser que l'Iran peut être un pays, n'importe quel pays? C'est une civilisation millénaire. Quand vous êtes à Téhéran et que vous parlez avec un enfant de 12 ans, il vous parle de Fardousi, poète du Xe siècle. Il vous parle de Rumi du XIIIe siècle. Il vous parle de Hafiz, un gamin de 12 ans. Il sait d'où il vient. Ils savent. C'est assez extraordinaire. On ne peut pas vaincre une civilisation. On peut mettre au pas un régime, un pouvoir, une façon de voir, une idéologie, bien sûr, mais pas une civilisation. Donc, l'Iran, avec son peuple, avec ses femmes et ses hommes, avec ses poèmes, ses poètes, va s'en sortir, même si on espère que cet Iran-là ne sera pas un pays surarmé qui voudrait porter atteinte à d'autres. Mais Israël aussi vaincra ses démons une fois que ce pays trouve sa place entière en disant que personne ne le menace parce qu'il est question de survie quelque part, mais trouvera une manière de vaincre ces démons et parce qu'il y a des voix en Israël. Moi, je les entends, je les écoute parce que je suis en lien avec des amis, mais qui ne sont pas d'accord du tout. Qui ne sont pas d'accord. Il faut aussi prendre conscience qu'il y a cela, qu'il y a cette possibilité, qu'il y a des femmes et des hommes qui œuvrent partout pour qu'il y ait un peu de lumière. Voilà. La poésie est fondamentale. La poésie est fondamentale et puis notre faculté à ouvrir les yeux pour grappiller à la barbarie des moments lumineux ou même aux incertitudes du monde. D'ailleurs, c'est ce que vous montrez également dans votre livre, Carole, parce que vos personnages, donc on l'a dit, il y a Eva qui est neurologue et qui part avec sa fille Lucie se réfugier dans ce qu'on va appeler les marais. Encore une fois, on ne va pas tout dévoiler du livre, mais quand elles arrivent dans cet univers, on peut dire brumeux, un peu incertain, eh bien, elles vont trouver dans un personnage extraordinaire, ce géant Serge, tout un monde qu'elles ne connaissaient pas. Et ce Serge, au départ, on voit que c'est une espèce de type, qu'on va dire, un peu bourru, un peu comme ça. On voit qu'il respecte les animaux et comment. Et on peut dire que peut-être c'est lui c'est un lien entre... Est-ce que lui, c'est le lien entre la nature et vos personnages un peu? Est-ce qu'il a ce rôle là où on ne s'attend pas, là où on a des clichés, on voit un grand monsieur, vous imaginez dans les marais, vous voyez comme ça un monsieur avec un fusil, vous pensez plutôt que c'est un monstre qu'une âme poétique? Est-ce que c'était aussi... et c'est aussi ça, cette parcelle qui l'amène à vos deux héroïnes? Pour moi, le lien vraiment entre la nature et l'humanité, là, c'est vraiment la petite Lucie aussi, qui bien porte sûr, ce lien-là. Il y a son âme d'enfant qui découvre la nature. C'est ça, en fait. Moi, c'est ce souvenir que j'ai de mon fils en train de regarder
les moindres petites fourmis, le truc qui est là, qui les suit pendant des heures, qui a une relation, qui fait des petits trous dans la terre, qui raconte des choses à la terre, enfin bon, il y a un truc qui découvre et qui s'émerveille dans le temps de l'enfance. En fait, ça c'était mon fils. Ma fille, elle, très vite, les fourmis, elle faisait zouk, hein, pouf. Elle écrasait la fourmi très vite, elle regardait sa puissance. C'était autre chose. Mais c'était une évaluation, une leçon de choses. C'était autre chose. Mais chez Noé, il y avait beaucoup de contemplation et ce lien comme ça avec la nature qui était très, très, très vivace, très vivace. Donc en fait, le personnage de Serge, pour le coup, c'est vrai que c'est un homme qui a choisi de s'isoler, de vivre dans la nature, qui aime plus l'humain, qui déteste l'humanité. Puis j'étais super embêtée parce qu'en fait, je me retrouvais avec une femme qui décidait de s'isoler en Camargue avec sa fille pour plus avoir de relation avec le monde. Je me retrouvais avec ce voisin-là, à quelques kilomètres de là, qui lui aussi décide d'être un ermite et d'être loin du monde. Et je devais raconter l'histoire d'une épidémie planétaire. Donc j'étais super embêtée parce que je me disais mais comment je vais faire pour montrer en fait que ça traverse l'humanité, cette épidémie de cauchemar d'enfants là, que ça suit la rotation terrestre en 24 heures de nuit, comment je vais faire? Et là j'avoue que je me suis servie, parce que je me sers beaucoup des gens autour de moi mais je les modifie, et je me suis servie d'un ami qui a des acouphènes et qui, pour couvrir ses acouphènes, écoute la radio en permanence. Quasiment. Il s'endort avec sa radio, elle est programmée pour s'arrêter 20 minutes après l'autre. Il se réveille avec sa radio, il a tout le temps son petit transistor. Et ça me fait rire parce qu'il est tout le temps avec son petit transistor, comme avec une copine jacasseuse, donc, et vraiment, et qui dort à côté de lui, quoi, quasiment. Donc il y a une sorte de solitude chez lui, et le transistor est là pour peupler, animer cette solitude et éviter les acouphènes. Et je me suis dit, mais Serge, il va être comme ça, mon personnage, le voisin, là. Ça va être génial, en fait, parce qu'il aura tout le temps sa jacasseuse, son transistor, en permanence. Et c'est le transistor qui va lui donner des nouvelles du monde. Donc c'est le transistor qui va nous raconter tout ce qui se passe et tout ce qui traverse l'humanité en fait avec ce cauchemar. Donc certes mes personnages sont immobiles et sont isolés comme nous l'avons été, parce que c'était inspiré de ça aussi bien sûr, comme nous avons été confinés à un certain moment, donc ils sont confinés. Et ils sont finalement dans la même... Enfin, je ne sais pas comment vous étiez, mais moi, j'ai jamais autant écouté la radio qu'à ce moment-là. J'ai beaucoup écouté la radio pour savoir en fait comment ça se passait ailleurs dans le monde. Donc j'étais reliée au monde, à la totalité du monde finalement, qui traversait quelque chose. On traversait quelque chose d'absolument collectif dans l'humanité, de façon très différente, hein, mais ce truc comme ça balayait l'humanité. Et on était confinés chez soi, dans notre petite cellule, soit dans notre solitude, soit dans notre cellule familiale, soit dans notre truc. Donc en fait, j'ai reproduit quelque chose de cet ordre-là dans le roman. Je l'ai reproduit comme toujours, en fait, pour l'évacuer, pour en faire quelque chose d'autre, pour jouer avec, pour le modeler, pour en tirer quelque chose pour que ça passe, quoi. Enfin, je sais pas. Vous voyez, et c'est vrai que c'est une invitation à lire le livre de Carole pour cette impression sympathique, si j'ose dire, de lecteur, que de vivre une épidémie mondiale à travers des personnages qui ne sont pas en première ligne. Puisqu'en fait, évidemment, on serait dans une série qui serait sur une plateforme, on aurait le médecin, on serait en direct du centre de crise. Là, ce qui est très agréable, c'est qu'on est à égalité avec les personnages, puisqu'on ne sait rien de l'épidémie, et eux non plus, et ils vont la découvrir, ils vont l'expérimenter, notamment à travers la radio. Donc c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a vécu d'ailleurs pendant la fameuse période du Covid. Alors, puisque nous parlons de littérature vivante, que la littérature se lit et s'écoute, on verra tout à l'heure d'ailleurs comment Godzilla ressent en direct la lecture de sa maîtresse, on peut le dire. On va ouvrir un peu de ces livres grâce à vous, Yahya, où vous allez partager avec nous un extrait du livre. On est au tout début du livre. Voilà, c'est une invitation au voyage, une invitation à ce périple entre poésie et malheureusement barbarie. Alors,
cet après-midi, il y aura une lecture. Alors, Voilà, c'est juste un avant-goût. Voilà, c'est un avant-goût. Hein, c'est on est bientôt l'heure du repas, c'est le hors-d'œuvre en fait. Adana, avril 1909. La nuit éteint la rumeur, se répand comme une encre, enveloppe la cité. Des ombres se faufilent, les chiens aboient à la lune. Une inquiétude sourde règne dans les quartiers arméniens de la ville. Les rues désertées semblent ourdir quelques menaces. Les jours précédents, l'atmosphère s'est subitement épaissie. Des individus patibulaires, le regard torve, ont été aperçus, disséminés çà et là, certains munis de gourdins. Ceux qui fréquentaient la mosquée portaient des coiffes inhabituelles, comme s'ils cherchaient à se faire remarquer. Dans le bazar, les commerçants avaient perdu leur sérénité. Certains ont fermé plus tôt leur échoppe. Je suis arrivé il y a quelques jours, envoyé en mission par une organisation humanitaire. L'objectif est d'évaluer les besoins médicaux de la population arménienne qui souffre de maintes difficultés depuis plusieurs années. J'ai fait le voyage depuis Constantinople par bateau jusqu'à Mersin, puis j'ai été convoyé jusqu'à Adana, point de départ de mon mandat qui doit me mener dans plusieurs localités de la région, de Tars à Osmaniye, en passant par Sis et Hamidiye. Au monastère où je suis hébergé à Adana, la mère supérieure m'a reçu avec mansuétude et m'a présenté au monial. Mademoiselle Maritza Ohadjanian est médecin. Elle va résider quelques jours auprès de nous avant de continuer son chemin. Je vous prie de lui apporter l'aide dont elle aurait besoin. Les sœurs m'ont offert une hospitalité cordiale, chaleureuse. Vite, elles m'ont appelé Maritza les beaux yeux, ce qui lui faisait rire. Voilà, début du livre de Yahya, qui retranscrit le début du voyage à travers les yeux de Maritza. Et bien sûr, hein, il va y avoir un océan de découvertes, de rencontres. Et puis, comme vous le disiez très bien, Yahya, des parts de lumière que vos héros vont réussir à glaner, à attraper comme ça, et vous les partagez grâce à la plume. Juste dire un mot. Oui, je vous en prie. René Char nous disait, écrivait, dans les ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un élément qui est aussi très intéressant dans votre livre, Yahya, c'est qu'il y a des personnages historiques qui ont réellement existé, qui vont rencontrer vos personnages de fiction, des poètes, mais il faut dire aussi, et ça c'est la beauté du monde, cette cohabitation, hein, puisque on parle d'Arménie, mais au travers du roman on va trouver un grand rabbin à un moment, il y a des juifs, des musulmans, tout ce monde cohabite. Ça, vous ne l'avez pas inventé, il y a eu ces moments de concorde dans l'histoire, il faut quand même le rappeler. Évidemment, bien sûr, il y a eu des moments assez exceptionnels dans l'histoire de notre humanité et partout. Et nous sommes en train de parler de cette partie qui va du Moyen-Orient jusqu'à la fin de l'Asie centrale, où il y avait la Syrie de l'époque, pas la Syrie d'aujourd'hui. Tout le monde vivait ensemble. Il y avait à Alep, il y avait une place où il y avait 5 cathédrales, ou 6, je ne me rappelle pas exactement, sur une immense place magnifique. Et là, c'est la cathédrale des Arméniens, là, c'est catholique, là, c'est protestant, là. C'est assez incroyable. Assez incroyable à regarder aujourd'hui ce que c'est. Donc on peut revivre, on peut renouer avec ces passés glorieux. Alors Carole, est-ce que nous allons partir dans... Est-ce qu'il y a un extrait que vous vouliez partager ? Ah ben bien sûr. Et c'est la liberté de l'auteur quand même, c'est bien la moindre des choses. Alors, ouais, je préférerais être dans Serge. Ah, donc, eh bien, oui, c'est une Serge, en fait, il se trouve que donc, le voisin, quand j'ai décidé de lui donner dans la narration, parce qu'on peut choisir, vous savez, une narration à la première personne, à la troisième personne. Ben là, j'ai décidé de lui donner la deuxième personne. Parce que j'ai remarqué, un autre ami m'écrit des SMS et il dit jamais je. Et moi, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je dis je ? Qu'est-ce que je suis égocentrique quand même comme fille ? Il faut que je dise je. Lui, il efface le je, la première personne. Et j'ai trouvé ça très joli et je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir un personnage qui pense en se tutoyant, en se disant tu, déjà parce qu'il est très seul et qu'il est son unique compagnon
donc comme quand on se parle, parce qu'on est tout seul, et aussi parce que tout d'un coup, il y a eu un événement, et j'avoue que quand j'ai commencé le roman, je ne savais pas quel était cet événement. Il y a un événement qui l'a décentré. Il s'est passé quelque chose dans sa vie, il y a 8 ans, à Serge, mais je ne savais pas quoi. J'ai découvert plus tard. Qui l'a bouleversé, qui l'a abîmé, et depuis, en fait, il est à côté de lui-même. Et donc, je lui ai donné le tu. Et c'est drôle, alors ça, c'est la première partie, je vais vous lire. La première fois, je lui ai essayé le tu, comme si je l'avais glissé dans un habit. J'avais écrit à la première personne, et je suis passée à tu, et c'était la première fois qu'en fait, il prenait la parole dans le livre. Donc, je vous lis. Non, il faut mes lunettes, ça sera mieux. Oh non, j'ai du mal à... Alors, tu marches la nuit, tu marches tes nuits. Tu aimes ça. La nuit, dans les marais, les bruits sont différents. Le paysage est autre. Tout change de dimension au soir. Parcourir la nuit, c'est comme passer sur l'autre rive. Arpenter des terres sauvages où circulent les rêves fous et lointains des hommes, et ceux plus tranquilles, des bêtes. Tu aimes les froissements discrets des animaux nocturnes, le chœur des grenouilles, les stridences des petits ducs, les jappements d'oiseaux. La nuit bruisse de vie, les bêtes sont là, invisibles, elles plissent les ténèbres et leurs chants s'entremêlent, les grillons, les coissements, les clapotements d'eau. Le vent lui-même trouve ta place dans le bal nocturne. La nuit fait caisse de résonance. La nuit amplifie tout, jusqu'au bruit de tes pas. La nuit décuple le désir. La mort rôde elle aussi. Proie et prédateur immobilisent l'instant puis jaillissent. Tu voudrais te perdre, ne plus être homme. Tu te laisses absorber. La nuit te caresse, elle t'enveloppe. Tu te sens bien dans son ventre. Et sans même y penser, puisque tu ne penses pas et que tu t'avances sans avoir rien prémédité, tes pas te conduisent devant la cabane de gardien où se sont installées cette femme et sa fille. La maison se fond dans l'obscurité des marais et malgré ses murs blanchis à la chaux, on la discerne à peine. Tu es là, sous la pluie, à quelques mètres de la femme endormie, cette femme qui t'a regardé comme personne ne t'a regardé depuis des années, si bien qu'elle a rallumé en toi un feu que tu croyais éteint à jamais. Les femmes ne t'intéressent plus depuis si longtemps. Tu as appris à t'en passer, à jouir sans elles, à ne plus rien espérer. Tu as appris à te satisfaire de tes rêves, à caresser ton corps en solitaire. Jadis, tu les cueillais d'un regard, mais tu as oublié ton passé, tu n'as pas d'avenir, tu ne projettes rien. L'instant te comble, il te contente, tu te contentes. Pourtant te voilà debout dans la nuit, face à cette cabane de gardien, et tu attends sans bruit, sans même savoir quoi, ni ce que tu vas faire, ni ce que tu pourrais faire. Ta pensée est revenue, les images sont revenues, celles de jouissances anciennes, pas de lumière, elles dorment, la mère et l'enfant, elles se croient seules au monde. Tu es là, puissant, et tu regardes, la maison endormie, seule dans la nuit, et le vent. Soudain, une lumière s'allume à l'intérieur, la source lumineuse s'agite et t'éblouit. Une lampe de poche promène son faisceau et tu vois la femme se lever, vivante. Tu es derrière la vitre et elle ne le sait pas, tu ne devrais pas la regarder. L'observer ainsi, détailler ses formes, ses seins sous le coton blanc, ses jambes nues, sa peau. Ta main effleure la fenêtre tandis qu'elle passe si proche de toi et traverse sa chambre. Puis tu changes de poste d'observation pour la suivre dans le salon. C'est fou d'être si près de l'autre et tellement ignoré, comme dans un monde parallèle. Elle pousse une porte et sort de ton champ de vision. Elle est sans doute entrée dans la chambre de la petite. Tu fais le tour de la maison en courant pour la retrouver. Et arrivé devant la fenêtre de l'enfant, tu sursautes puis te figes, pris en faute. Lucie, la petite, est debout, face à toi, de l'autre côté des carreaux. Elle te fixe, les yeux grands ouverts, tout en écrivant du bout du doigt sur la vitre humide. Tu ne bouges plus, elle t'a vu sans doute, bien que le ciel soit voilé et l'ombre épaisse. Je m'arrête là parce que sinon... Merci Carole pour ce partage et on a vu effectivement que Godzilla était bercé par votre voix, mais depuis le début de l'entretien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment et ce qu'il faut signaler, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir retrouver les auteurs pour une dédicace. Et il y a une phrase à propos de ce monde qui bascule, qui dit, une phrase d'un poète qui peut-être représente aussi vos livres, qui dit « Chaque mutation du monde accable ainsi ses déshérités,
Ne leur appartient plus ce qui était et pas encore ce qui vient. En revanche, grâce à vous, il nous appartient de lire et de découvrir ces mondes, qu'ils soient fictifs ou réels, mais qui donnent aussi parfois espoir en l'humanité. Merci beaucoup. Et rendez-vous en librairie pour la dédicace, hein, n'est-ce pas? Donc vous allez retrouver les auteurs, la libraire va venir. Voilà. Mais, voilà. On aurait pu continuer toute la soirée, mais...